l'atelier là, sur les approches pédagogiques en FAD ce matin. Dans le fond, la pédagogie, c'est mon bonbon, c'est ce que j'aime le plus. Je vais me présenter. Dans le fond, mon nom, c'est Karine Deraspe. Je suis conseillère pédagogique au Cégep de la Gaspésie et des Îles depuis quelques années. Et j'ai été REPCAR pour la réussite. J'ai aussi été conseillère pédagogique en formation à distance. Et en ce moment, je suis coordonnatrice adjointe là, pour le FADIO, mais j'ai aussi là, certaines tâches là, au niveau du conseil pédagogique, là, si jamais vous avez des besoins. Et plus précisément, dans ce temps-ci, là, je suis comme à l'organisation de certains événements, à l'organisation d'activités comme entre autres la semaine de la formation à distance qui va se dérouler là, en février, du 17 au 21 février, que je vous invite à regarder là, la programmation pour voir ce qui vous intéresse et d'autres super activités qui s'en viennent, comme entre autres à l'automne prochain, un camp de la formation à distance qui va être vraiment là, génial. Donc, c'est ça, j'ai travaillé avec des enseignantes en FAD pour les accompagner, mais j'ai aussi été auparavant enseignante en comptabilité et gestion, un programme qui était offert en formation à distance. Donc, aujourd'hui, le plan de la formation, dans le fond, l'idée, c'était de définir les bonnes pratiques pédagogiques en formation à distance. Ensuite, on va explorer des approches pédagogiques qui permettent aux apprenants d'être actifs dans leur apprentissage. Puis, on va tenter aussi de vous outiller quand vous allez repartir de l'atelier, dans le fond, avec certains outils là, pour pouvoir transposer ça là, pour préparer une formation qui intègre des pédagogies actives. Enfin, ben, on va se permettre un petit temps là, de discussion, de questions, commentaires, etc. Donc, la première partie, définir les bonnes pratiques pédagogiques en formation à distance. Ce que je vous dirais, c'est que les bonnes pratiques pédagogiques en présence sont les bonnes pratiques pédagogiques en formation à distance. Par contre, quand on arrive en formation à distance, si on donnait un cours où les pratiques pédagogiques étaient correctes, mais qu'on n'avait pas nécessairement innové puis qu'on n'avait pas peut-être fait le tour de toutes les bonnes pratiques pédagogiques. Là, quand on arrive en FAD, je pense qu'on se doit de se poser ces questions-là. C'est vraiment, ça devient comme un peu, comme on dit, un must. Donc, les bonnes pratiques pédagogiques que je vais vous parler là, ça c'est pas issu d'une recherche ou quoi que ce soit, c'est issu de la pratique d'échanges entre conseillers pédagogiques, justement, maintenant du FADIO. Qu'est-ce qui a été des bons coups pour les enseignants en FAD au niveau des pratiques pédagogiques? Puis, qu'est-ce qu'on a remarqué qu'au fil du temps, on ne faisait pas puis qui manquait? Fait que c'est ce qu'on est venu ramasser un peu dans les idées qu'on va vous partager, que je vais vous partager, parce que des fois, en accompagnant, on se dit « Oh, le prof nous dit, ouais, ça va pas super bien. » Puis là, on dit « Ah oui, mais peut-être que ça, finalement, ça a été comme mis de côté, on n'en a pas fait une priorité. » Puis finalement, en formation à distance, je pense qu'on se doit d'y penser. Donc, je vais y aller. Ben, dans le fond, pourquoi parler des bonnes pratiques? Dans le fond, c'est pour s'assurer d'une formation de qualité pour les apprenants, puis aussi pour s'assurer d'un environnement agréable, autant pour les étudiants que pour les enseignants, parce que si on veut les retenir, si on veut les motiver, il faut penser à des pratiques pédagogiques qui rendent l'environnement stimulant, agréable, interactif, etc. Donc, selon vous, quelles sont les bonnes pratiques en formation à distance? Je pense qu'on pourrait se permettre de prendre un petit temps. Vous allez voir, ben, je vais la partager aussi. J'ai une assistante technique, mais je l'ai partagée aussi. Juste d'aller cliquer sur ce lien-là, puis de venir placer quelques bonnes pratiques qui vous viennent en tête quand on se dit là, en FAD, de quoi on devrait se préoccuper finalement. On va se donner un petit quelques minutes. OK, donc faire participer les étudiants, on s'attendait un peu à ça, donner du feedback aux étudiants, finalement la rétroaction, varier le type d'enseignement, effectivement, offrir des périodes de questions pour les étudiants régulièrement et en privé, tout à fait. Stratégie variée, bonne planification, fournir des documents en format électronique, tout à fait. Être clair dans ses consignes, clarifier, s'assurer faire intervenir les étudiants, ajuster le temps de réponse. Exactement, le rythme n'est pas le même en FAD. C'est des petits ajustements qu'on peut avoir à faire en formation à distance. Diversifier nos méthodes, être attentif aux besoins, tout à fait. Planifier d'avance chaque leçon. La planification, c'est une clé de succès numéro 1 en formation à distance. Répondre rapidement aux questions au courriel, donner des occasions aux participants de prendre la parole. Tout à fait.
Fait que c'est un peu de ça qu'on va parler justement aujourd'hui. Je vais ramener mon partage d'écran à moi pour arriver à la présentation. Et voilà. Les bonnes pratiques pédagogiques en formation à distance, je les ai là, regroupées par séquence. Dans le fond, ce qui est super important au départ, c'est de planifier la séquence de cours. Dans le fond, planifier la séquence de cours, de quoi on parle ici? Dans le fond, il faut penser au macro, à la macro-planification. En équipe programme, si le cours fait partie d'un programme, en fonction même du plan cadre qui pourrait être revu en considérant la FAD là, au niveau du collégial, par exemple, ou dans d'autres ordres d'enseignement dépendant là, des documents cadres sur lesquels on se fie pour préparer de la formation, mais il ne faut pas penser juste à notre petit cours, mais penser plus globalement. Puis aussi, selon les approches là, pédagogiques choisies, comme l'approche par compétence ou par objectif, le paradigme de l'apprentissage ou de l'enseignement, c'est tout ça qu'il faut tenir en compte pour planifier là, nos séquences de cours. Ce qui est bien, bien important, c'est de penser à l'alignement pédagogique. Donc, les apprentissages visés doivent être en cohérence avec les méthodes d'évaluation, avec les méthodes pédagogiques, parce que si on prépare un cours seulement à la leçon, sans réfléchir globalement à comment on évaluera les compétences du cours ou les objectifs visés, là, finalement, des fois, c'est ça qu'on manque d'alignement, mais c'est là où l'enseignement perd son sens. Puis ça, c'est bon en présence, effectivement, mais à distance, ce qui est important, c'est la planification. Ce qu'il faut penser, c'est au mot planifier, puis on l'a vu tantôt là, dans ce que les gens là, nous ont proposé comme idée. Donc, planifier la séquence de cours, oui, et planifier les activités d'apprentissage. Donc, planifier des activités d'apprentissage actif comme des activités, en fait, engageantes, interactives, mais on va voir tantôt ça, on va en reparler tantôt, on va faire des exemples, puis on va, dans le fond, planifier une activité d'apprentissage. Comment on arrive à faire ça? Donc, les activités d'apprentissage, il faut les planifier en fonction des objectifs d'apprentissage, comme on disait tantôt, en fonction des modalités d'enseignement du cours. Donc, il faut réfléchir, est-ce qu'on est en téléenseignement, en classe virtuelle ou autre, c'est bien important. Et en fonction des outils technologiques disponibles. Est-ce qu'on a un environnement numérique d'apprentissage? Est-ce qu'on a de l'info nuagique? Est-ce qu'on a des télévotas, des plateformes de vidéoconférence? Ça, il faut réfléchir à tout ça avant de planifier nos activités. Donc, détailler aussi clairement les actions qui sont à réaliser pour chaque activité. Des fois, on prend ça pour acquis, mais en fait, chaque activité doit être clairement détaillée pour les apprenants avec quels outils ils vont utiliser, l'échéancier, etc. C'est vraiment important. Démontrer les outils technologiques utilisés dans les activités une première fois, ça, on n'y pense pas toujours, mais une première fois où on fait utiliser des outils TIC pour faire une activité, les étudiants, souvent, on va gagner à leur expliquer comment l'utiliser et à ce compte-là, ils seront plus disposés à apprendre, à travailler sur les concepts parce que l'idée de l'utilisation de l'outil sera réglée. Donc aussi, soutenir les présentations par différents supports visuels, ça c'est vraiment important. Ici, je veux juste voir mon petit pointeur. Fait que tu vois, là, je viens de le nommer, là, soutenir les présentations par du support visuel, mais en fait, j'étais en train de l'oublier là, par la difficulté technique, mais c'est ça de venir là, montrer où on en est. Ensuite de ça, utiliser les technologies appropriées. Dans le fond, les technologies doivent être au service de la pédagogie et non l'inverse. Puis, dans le fond, quand on veut utiliser un outil TIC, il faut se demander le pourquoi on veut l'utiliser. Il faudrait que ce soit en fonction d'un besoin pédagogique à la base. Et aussi, utiliser les technologies appropriées, il faut se poser les questions sur qu'est-ce qui est disponible, qu'est-ce qui est accessible, puis aussi le temps d'appropriation requis de l'outil parce que, en fait, les outils, on n'utilisera pas peut-être un outil une seule fois qui prendrait 3 heures d'appropriation. Fait que ça, c'est des bonnes questions qu'on doit se poser aussi quand on choisit les outils à utiliser. Comme autre bonne pratique, mais c'est peut-être une évidence, puis en même temps, quand on commence à enseigner en FAD, on n'y pense pas toujours, il faut donner accès au matériel pédagogique
à un endroit comme par exemple dans un environnement numérique d'apprentissage, comme par exemple Moodle ou ça peut être Léa, mais il faut vraiment penser qu'il faut médiatiser le contenu de notre cours. Si on avait un cours en présence puis qu'on veut le transférer à distance, mais là, à ce moment-là, il faut considérer tout le remodelage ou en tout cas de rendre les ressources numériques pour les mettre dans un même environnement pour que les gens se retrouvent. Ensuite, quand je dis varier les ressources pédagogiques, c'est que c'est intéressant en formation à distance d'avoir, bien en présence aussi d'ailleurs, d'avoir différentes ressources pédagogiques comme entre autres des écrits, des audios, des vidéos, des images pour diversifier. Puis en plus, on sait que les apprenants n'apprennent pas toutes de la même façon. Il y en a qui vont être auditifs, en tout cas. Fait que de cette façon-là, on peut aller chercher un peu plus tout le monde. Ensuite, les sources utilisées, bien, on doit s'assurer qu'ils sont fiables puis donner en référence parce que c'est sûr qu'en formation à distance, bien là, finalement, on vient qu'on a plein de matériel à proposer et tout ça, mais on est ouvert sur le monde avec tout ce qu'on a sur le web, mais s'assurer quand même de la fiabilité des données. Une autre bonne pratique super importante qu'on néglige de temps en temps, puis ça peut être controversé. Il y en a qui vont dire, oui, il ne faut pas materner les étudiants, mais il faut quand même les encadrer. Parce qu'il faut penser qu'un étudiant qui est sécure, que son environnement est sécurisé, qui comprend ce qui s'en va, qui est encadré, va être plus disposé à construire ses apprentissages, justement, à apprendre, à être attentif. Donc, encadrer, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Bien, ce qui est important, c'est dans le fond, de s'assurer d'une bonne gestion de classe à distance parce que faut penser que c'est le formateur qui est maître à bord, dans le fond, c'est lui qui décide comment se déroulera la classe. Puis, ce qu'on n'accepterait pas en présence, on ne se doit pas de l'accepter à distance non plus. Donc, si on donnait l'exemple, parce que ça, on a construit ça ensemble, Nelson, Jean et moi, puis on se disait, dans le fond, tu sais, si on n'acceptait pas dans la classe que l'étudiant, il se mette un sac de papier sur la tête puis qu'on ne voit pas le visage, on ne devrait pas non plus accepter qu'on ne le voit pas non plus à distance. Donc, exemple, on pourrait décider, nous, comme enseignants, que la caméra doit être ouverte en tout temps pour qu'on considère ça comme une présence. Puis la gestion de classe, bien, c'est comme en présence, on choisit, comme on dit, nos batailles. C'est quoi les éléments les plus importants pour nous, ceux qu'on ne veut pas négliger. Ça peut être les présences, ça peut être justement ouverte, d'être participatif, différentes choses. Mais l'important, c'est de les clarifier, de les nommer au début, au tout début, le premier cours qu'on va donner avec notre classe, de venir vraiment leur exprimer ce à quoi on s'attend comme on dirait comme ambiance de classe. On peut aussi formuler une étiquette, c'est-à-dire comment on doit se comporter à distance. On a certains programmes qui ont fait des étiquettes, comme je pense entre autres à Aquaculture, au Cégep du Rimouski aussi, il y a une belle étiquette. Puis là, à ce moment-là, les étudiants, ils savent justement à quoi s'attendre comme comportement à adopter dans leur cours de formation à distance. Dans l'encadrement, on pense aussi à développer l'autonomie des apprenants, justement. Ce n'est pas nécessairement de les prendre tout à fait par la main, mais de développer au fur et à mesure l'autonomie. Mais pour développer l'autonomie, il faut d'abord que les choses leur soient montrées, leur soient expliquées. Donc, on peut développer avec eux des stratégies d'organisation de leur environnement numérique au tout début, prendre le temps de leur expliquer ça une première fois, comment aller chercher leurs documents, comment gérer la plateforme. Et aussi, même en formation à distance, on suggère de leur apprendre des stratégies de gestion de temps et d'études. Ça peut se faire au travers en parallèle de notre cours précisément, ça peut être dans l'ensemble du programme. Aussi, ça je l'ai nommé souvent, mais c'est tellement important, clarifier les attentes, les consignes, être clair dans nos demandes. Parce qu'il ne faut pas prendre pour acquis qu'ils comprennent ou qu'ils savent ce qu'on veut. Donc, finalement, on dit souvent consigne claire, rendu clair. Aussi, fournir un échéancier, signaler les imprévus, puisque des fois, parce que là, ici, dans le fond, on parle des bonnes pratiques pédagogiques autant en synchrone qu'asynchrone. Donc,
que les gens sachent à quoi s'attendre, un échéancier, leur donne des balises pour avancer, par exemple en asynchrone dans leur processus. C'est super important. Puis de signaler les imprévus autant que possible au fur et à mesure. Ensuite de ça, on en parle souvent, ça a été nommé là, dans vos petites idées du début, favoriser l'interaction entre les étudiants. Ça, c'est super important. Ça augmente le sentiment de présence sociale, ça augmente le sentiment de présence dans la distance. Parce qu'il y a des étudiants qui vont nous dire, bien, tu sais, moi, je suis en présence, puis finalement, je me sens aussi près de mon collègue de classe que si j'étais, je suis à distance, c'est-à-dire je me sens aussi près de mon collègue de classe que si j'étais en présence. Puis comment on peut faire ça? C'est en faisant des activités d'échange et de discussion. Il y a plusieurs façons de le faire, mais tout le travail collaboratif, le travail d'équipe, les forums, ça va contribuer. Puis on va en parler un peu plus tard aussi. Là, on va montrer là, autre chose qui peut nous aider à développer des activités d'échange et de discussion. C'est justement, ça nous aide aussi à développer le sentiment d'appartenance là, au groupe. On essaie de s'assurer de la participation de tous. Parce que quand on dit favoriser l'interaction des étudiants, on peut penser, par exemple, on leur dit amenez-moi une idée ou écrivez dans le chat ou levez la main si vous avez une interrogation. Mais dans ce temps-là, on ne s'assure pas nécessairement. C'est super, c'est ce qu'on veut aussi, là, les faire bouger, les garder en action. Mais il faut trouver aussi des façons d'assurer la participation de tous. Comme par exemple avec des télévoteurs. Bien là, dans les télévoteurs, tout le monde, le processus cognitif va se mettre en action parce qu'ils n'attendent pas la réponse de les plus leaders dans le groupe et tout ça. De cette façon-là, tout le monde va participer. Comme tantôt, je vous ai demandé de venir écrire dans le Google, mais en fait, tout le monde n'a pas répondu nécessairement. Si j'avais envoyé un télévoteur puis j'avais dit « Ah, j'ai 40 personnes, j'attends la réponse de tout le monde avant de continuer », bien là, je m'assure de la participation de tous. Fait que voilà pour l'interaction entre les étudiants et entre professeurs et étudiants. Oui, Julie. J'ai des petits commentaires que je voulais souligner pour ceux qui ne l'ont pas vu dans la conversation. Là. Il y a Julie Mercier qui a mis les règles générales qui ont été établies à la formation extra au Cégep de la Pocatière, entre autres, là, par rapport à la netiquette. Ça peut être intéressant pour les gens de voir ça. Puis, on parlait beaucoup justement pour l'interactivité du partage d'écran aussi, qui est super intéressant. Faire écrire sur un tableau blanc aussi où tout le monde peut écrire. Moi, j'avais ajouté aussi que des fois, ce qui est intéressant, c'est de directement, si on le fait régulièrement, d'interpeller quelqu'un, de demander à une personne dans la classe précisément de répondre à une question, puis de changer cette personne-là pour s'assurer justement que ça ne soit pas toujours les leaders de classe qui parlent. Tout à fait. Il y a aussi même, moi, c'est vraiment toutes des bons exemples. Merci. Je pense aussi, il existe comme sur Internet là, une roue de fortune qu'on peut faire rouler, puis on met tous les noms de nos étudiants dedans. Puis, c'est chacun leur tour aussi, mettons, si ils sont une vingtaine, puis qu'il y a 20 interventions à faire, mais quand un étudiant a passé dans la roue de fortune, son nom est enlevé, puis la roue continue, fait qu'il censure de tous passer, en fait. Puis, oui, ça peut être intéressant. Je sais que certains vont dire, ouais, il y a des étudiants qui préfèrent rester passifs. On peut comprendre ça, sauf qu'on s'est inscrit à un cours, on est dans une formation, puis c'est nous qui sommes les guides, c'est à nous autres à les amener un peu plus loin, à les amener à un autre niveau. Donc, je pense qu'on peut se permettre de faire intervenir tout le monde si on ne les pointe pas du doigt nécessairement. Il y en a qui trouvent ça correct aussi qu'on les pointe, mais en faisant le hasard comme ça, on se dit ce sera votre tour à un moment donné par hasard. Fait que ça peut être une option. Ensuite, accompagner individuellement. Ça, c'est une autre clé de succès, l'accompagnement individuel. Je comprends si on se dit on est dans un gros groupe asynchrone, c'est là, j'en ai beaucoup à voir. On peut mettre des balises, on peut s'entendre sur comment y arriver, mais c'est important dans le fond, de créer une relation de confiance avec l'apprenant qui sache qu'il peut venir nous poser des questions. Puis on peut convenir de moments, de délais de réponse, etc. Mais ce qui est important, c'est de prévoir une plateforme de rencontre simple et accessible en classe
et hors classe. Donc, en classe, il faut prévoir que si l'étudiant en présence peut aller voir l'enseignant à son bureau, mais comment on peut transposer ça à distance? Si je prends l'exemple, mettons, du téléenseignement. On est en téléenseignement, puis là, on a 2 classes, puis on a des étudiants en présence, des étudiants à distance sur un autre écran, mais eux, ils vont faire comment pour venir poser des questions individuellement à l'enseignant s'il ne veut pas poser les questions devant toute la classe nécessairement. Fait que là, on peut prévoir, soit ça peut même se faire sur des cellulaires, dans le fond, comme là, on est sur Zoom, mais ça peut être une salle Zoom individuelle où dans la classe, les étudiants peuvent venir se rencontrer dessus, un Skype, un FaceTime, on peut innover, mais trouver une façon dans la classe pour que l'étudiant puisse poser ses questions individuellement. Des fois, si on est en téléenseignement, ça peut être tout simplement l'ordinateur fixe de la classe qu'on peut utiliser là, pour venir faire de l'accompagnement individuel avec un micro-casque, cravate, etc. Un micro-casque plutôt. Si on est dans une formation synchrone comme ça avec une classe virtuelle Zoom, ça peut être tout simplement que l'étudiant vient nous rejoindre là, dans une classe à côté, là, dans un groupe, une classe à part finalement, pour venir nous poser ces questions. Puis, hors classe, c'est la même chose. Il faut trouver une façon de pouvoir rejoindre, comme dans une classe virtuelle, exemple, l'étudiant pour pouvoir l'accompagner. Puis là, à ce moment-là, comme je le disais tantôt, il peut nous partager son écran, il peut nous montrer ce qu'il fait, on peut l'accompagner et tout ça. Pour les réponses aux questions, comme si les étudiants nous posent des questions, par exemple, sur notre messagerie interne ou peu importe, l'idée, ce serait de répondre le plus rapidement possible et de un, pour créer la relation de confiance, respecter le délai qu'on aurait convenu. Puis aussi, c'est pour respecter un peu le momentum, si on peut dire, le juste à temps. Parce que si l'étudiant, lui, il est en train de faire ses travaux, puis que là, il est vraiment dedans, il pose ses questions, puis que l'enseignant répond 4 jours plus tard, mais ça se peut que la motivation abaisse, ça se peut qu'en tout cas, fait que si on pouvait répondre là, dans un délai convenable, mais assez rapide, ce serait l'idéal pour l'étudiant. Et que les réponses soient précises, constructives et complètes, étant donné que, justement, on n'est pas à côté, on est plus loin, mais la fois qui prend, comme je dirais, qui prend le temps de nous poser des questions, mais je pense que ce serait de lui montrer qu'on peut le faire avec des réponses précises, constructives, complètes pour qu'il ait le goût de renouveler. Et les réponses pourraient se faire en audio, en vidéo, puis des fois, on a les mêmes questions des étudiants. Donc, s'il y a un problème qu'on voit là, qui revient vraiment souvent, que les étudiants nous reposent souvent la question, on pourrait préparer une petite capsule vidéo ou un audio qui est prêt, puis quand les étudiants nous reposent la question, on la ship là, sur la messagerie ou en tout cas, au lieu de tout le décrire en écrit. Ou on pourrait aussi sur notre plateforme, mettant notre environnement numérique d'apprentissage, Léa, Moodle, etc., on pourrait aller glisser là, la vidéo explicative là, pour éviter que les étudiants nous posent la question. Dans l'accompagnement individuel, il faut aussi porter attention aux étudiants qui sont peu actifs ou en difficulté. À ce moment-là, les étudiants peu actifs ou en difficulté, on peut leur proposer un moment de rencontre. Si eux ne viennent pas à nous, nous, on peut aller à eux. Ça peut être vraiment là, intéressant. Et la rétroaction, c'est un peu comme la réponse aux questions, mais la rétroaction devrait être constructive et rapide suite aux évaluations formatives et sommatives parce que les évaluations, ils sont là pour que les étudiants, dans le fond, les formatifs, ils sont là pour que les étudiants aillent plus loin, qu'ils comprennent ce qu'ils ont à travailler, à évoluer. Donc, c'est sûr que si on leur répond rapidement, ils vont être plus en mesure de travailler sur ce qu'ils ne comprennent pas, puis ça va garder leur motivation. Et voilà. Enfin, prévoir des évaluations cohérentes et prévisibles. Ça, dans le fond, en présence, c'est super important aussi, mais là, à distance, on se dit, il faut que les étudiants sachent à quoi s'attendre pour quand ils vont faire leur évaluation. Les évaluations, on a une formation là-dessus la semaine prochaine, mardi prochain, qui va porter spécifiquement sur les évaluations, mais je me permets ici, dans le contexte des bonnes pratiques pédagogiques, d'en parler. Je vais aller tout de suite au prévisible. La prévisibilité des évaluations, dans le fond, comment on peut faire ça? C'est peut-être de faire les formatifs, pas peut-être, de faire les formatifs souvent avec les mêmes outils TIC
qu'on fera les sommatifs éventuellement. Parce que c'est sûr que si on fait des évaluations sommatives ou certificatives avec des outils que les étudiants n'ont jamais utilisés, ou en tout cas peu utilisés ou qui ne sont pas à l'aise, mais là, à ce moment-là, le niveau de stress augmente et là, finalement, le temps mis à nous démontrer leurs compétences sera peut-être plus les compétences TIC que les compétences du cours, finalement. Fait que ça, c'est bien important. Aussi, les consignes d'évaluation et les critères de correction devraient être bien définis et remises à l'étudiant pour qu'il sache à quoi s'attendre à l'avance, même les critères, les consignes, etc. Et ça, tout ce que je viens de nommer là, c'est super important aussi en présence. Si on s'en est sorti jusqu'à maintenant dans nos cours en présence sans développer ces bonnes pratiques pédagogiques-là, comme je disais tantôt, quand on arrive à distance, là, je pense que c'est le moment de vraiment se positionner, se poser des questions. Puis la cohérence, ben, c'est comme j'avais montré l'alignement pédagogique là, tantôt dans les premières diapos, mais c'est de s'assurer que l'évaluation elle est cohérente avec les apprentissages qui sont visés, puis avec les méthodes pédagogiques qu'on a décidé de mettre en place, évidemment. Ensuite de ça, adopter une attitude rassurante. Là, je me dis, est-ce que c'est une pratique pédagogique? Je pense que oui, parce que la pédagogie, c'est toute la façon dont on va finalement porter notre cours. Puis, l'attitude pédagogique rassurante là, en formation à distance, là, c'est vraiment important. Comment s'assurer qu'on soit présent avec les étudiants, qu'on soit flexible, même si on a une difficulté technique, comme tantôt. Là, moi, j'avais une alliée, j'en ai parlé, je vais en parler juste après, mais j'avais Julie qui était un peu mon alliée pour la première partie du cours. Et là, ça m'est arrivé une difficulté technique. On s'organise tout le temps pour que ça ne nous arrive pas, mais là, et voilà, hein, ça arrive. Qu'est-ce qu'on fait? Bien là, tu vois, j'avais un plan B, c'était de faire chanter Julie Bélan. Il y a quelqu'un qui l'a dit. Non. En fait, justement, aujourd'hui, je n'avais pas tant de plan B, mais au moins, j'avais Julie pour vous entretenir en attendant. C'est un peu stressant quand ça nous arrive, mais en même temps, puis là, c'était pas un coup monté du tout, là, c'était pas pour vous parler de ça, mais d'essayer de conserver une attitude rassurante, comme le petit canard. Puis c'est exactement ce qui m'est arrivé. J'ai essayé de rester calme sur le dessous de l'eau, même si les petites pattes en dessous travaille fort, 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 puis il se dit, OK, comment je vais y arriver? Là, j'ai 20 personnes qui attendent, ou 40, ou peu importe, qui attendent après une formation qui est super préparée, puis que j'ai tellement hâte de vous présenter. Mais là, il y a un petit quelque chose. Fait que là, on reste calme, on réagit rapidement pour trouver une solution en cas de difficulté technique. Puis, dans le fond, s'allier avec quelqu'un, comme je l'ai nommé tantôt, aussi de distance si c'est possible. Tu sais, là, j'ai écrit en téléenseignement parce que quand on est en téléenseignement, on a des étudiants de l'autre bord dans une classe où il n'y a pas d'enseignants nécessairement. Mais à ce moment-là, comment on fait pour justement s'assurer que ça fonctionne bien? On pourrait avoir un étudiant, on lui dit, toi, tu es responsable de l'autre côté, manette, etc. S'il y a quoi que ce soit, c'est toi que je vais nommer, comme j'ai fait avec Julie. Après, demander l'aide au CPI, aux technopédagogues, aux services informatiques. Ça, c'est pas juste s'il arrive un pépin, mais même avant, pour se préparer, pour penser à des éventualités, etc. Puis, le technicien informatique, c'est ça, dans le fond, on ne l'a pas tout le temps, mais dans les classes de téléenseignement, on a un téléphone, on vient y parler, on lui demande de nous aider. Puis, pendant ce temps-là, on envoie nos étudiants à travailler sur le plan B. Par exemple, on se dit, s'il y a quoi que ce soit qui arrive, je les fais lire les pages 1 à 14 ou encore mieux, je les fais travailler sur les exercices 1 à 10. Fait que ça peut être là, une option. À éviter. Oui, Julie? Bien, je veux juste dire que j'ai trouvé des roues là, pour décider. Je les ai mis dans le clavardage. Là. J'en ai vu 2, 3. Là. Fait que je ne sais pas si c'est toutes les roues qu'une fois que quelqu'un a été nommé, que ça s'élimine. Il faudrait les tester. Mais j'en ai trouvé quelques-unes là, que j'ai mis dans le clavardage. Oui, les fameuses roues de fortune, là? Oui, exactement. Ah, okay, ouais, c'est la roulette qui décide. Là. Il y en a une, Will Decide. Il y a Edumédia qui en a une aussi. Puis une roulette de la chance pour tous. Fait que, moi, c'était la roulette de la chance, justement, que j'avais utilisée. Bon, en tout cas, ils sont là. Voilà. Merci, Julie. Puis, à éviter, dans le fond, 2 gros éléments, mais tu sais, on le dit souvent, là, mais
éviter de tenter de reproduire le cours exactement comme il était dispensé en présence. Parce que souvent, quand on a un nouveau cours à donner à distance, mais là, ça va vite, 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 on le sait un peu à la dernière minute, puis là, on prend notre cours comme il était dispensé en présence, puis là, on veut juste le transposer à distance en ajoutant les outils technologiques disponibles. Ça, si on est obligé de le faire au début parce qu'on manque de temps, ça peut peut-être faire l'affaire, mais ce n'est pas une clé de succès. Donc, essayons de voir si on peut avoir du temps de planification à l'avance pour ne pas… ça se fait mal en formation à distance de prévoir nos séquences de cours une à une, semaine après semaine, parce que ça nous empêche, en fait, l'alignement pédagogique, anyway, c'est comme ça en présence aussi, mais ça prend de la planification. Puis l'autre élément, c'est justement négliger la planification et la préparation. Ça, c'est à éviter. Donc, le deuxième volet, on avait dit qu'on allait explorer des approches pédagogiques qui permettent aux apprenants d'être actifs. Okay? Tantôt, là, dans la présentation, on a parlé d'activités d'apprentissage, de faire, ici, là, dans le fond, planifier les activités d'apprentissage. On a l'apprentissage actif, activités engageantes et interactives. Puis, on parlait de faire interagir les étudiants ici entre eux. Mais là, plus précisément, on va aller vers explorer des approches pédagogiques permettant aux apprenants d'être actifs dans leur apprentissage. Puis là, on n'explorera pas plein d'approches. On va juste parler de pédagogie active, en fait, en gros. OK? Je vais juste vous montrer des petites images qui parlent. Comme ici, on a un étudiant qu'on pourrait se dire, on ne sait pas exactement ce qu'il fait, là, mais on va se dire ici là, que c'est un étudiant probablement modèle. Ici, moi, j'aime à penser que l'étudiant, il est en train de construire ou de co-construire ses apprentissages. Puis, c'est ça qu'on voudrait en formation à distance. Puis, en plus, on a plein d'outils en formation à distance pour leur permettre ça. Des fois, on ne l'a pas même en présence, c'est tous les outils technologiques qui peuvent nous permettre de les mettre en interaction et tout ça. Des fois oui, des fois non. Et je pense que la formation à distance nous force à aller vers là, mais aussi nous aide à aller vers là. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, c'est ma perception des choses. Puis, les images, en fait, c'est que je voulais vous comparer deux images, celle-là et celle-ci. Ici, on pourrait penser que l'étudiant est en train d'écouter, ou là, finalement, pu écouter, l'enseignant qui nous transmet des apprentissages ou des leçons ou des enseignements. Fait que moi, je me dis peut-être qu'ici, on est dans le paradigme de l'apprentissage, où ce qu'on met l'étudiant en situation de construction ou de co-construction de ses apprentissages. Puis ici, on pourrait être peut-être dans le paradigme de l'enseignement où on pense qu'on est des enseignants transmetteurs de connaissances, ce qui n'est pas tout à fait faux, mais pas que ça. Fait que ici, je me dis que derrière l'écran, ou peut-être que l'enseignant n'est plus derrière l'écran, pas en tout, mais que l'enseignant, finalement, en formation à distance, est un guide pour l'apprenant, puis qu'il a sorti de l'idée qu'il avait à tout transmettre. Voilà. J'ai une petite phrase qui me parle beaucoup, puis qui m'a tout le temps comme suivie comme enseignante, en fait, puis là, mais comme accompagnante, comme conseillère pédagogique pour les enseignants que j'accompagne. Moi, j'enseigne, mais eux apprennent-ils? Des fois, il faut se poser la question à quoi ça sert de faire sa job d'enseignant, qu'on pense qu'il est notre job d'enseignant, de transmettre puis de passer tout le contenu, puis s'il n'est pas, exemple, sorti de notre bouche, on pense que ce n'est pas fait. À quoi ça sert si l'étudiant, lui, ne retient pas, puis que finalement, le soir, il revoit tout ça, puis il apprend ça par lui-même. Des fois, moi, je me dis, dans le fond, on est dans la génération on va dire, en tout cas, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais un peu du loisir ou du coup de renonciation, dans le fond. Tu sais, comme
à quoi ça va me servir de faire ça? On est peut-être un peu dans, puis ça, c'est peut-être ma perception en moi, dans le ici et maintenant. Tu sais, on a 2 heures de cours, bien, profitons-en pour que ça serve là, parce que moi, peut-être qu'à soir, j'ai autre chose, puis que je veux profiter du temps pour autre chose. Donc là, un matin, j'ai une classe de 9 à 11. Comment ça peut me servir? Donc, moi, j'enseigne, eux apprennent-ils? Je dirais même ici et maintenant. Puis même, moi, j'enseigne, eux retiennent-ils? Est-ce qu'ils retiennent? Puis, j'ai ici une pyramide d'apprentissage que j'aime beaucoup. Je sais que, tu sais, dans le fond, je ne pense pas nécessairement qu'elle a été, je ne sais pas comment dire ça, prouvée ou peu importe, mais moi, elle me parle énormément comme apprenant. Puis je me dis, dans le fond, les pourcentages, là, je peux bien comprendre qu'on est tous différents, on apprend tous différemment, mais même si ce n'est pas le pourcentage précis, on peut peut-être prendre la pyramide en se disant, les apprentissages actifs, vraiment actifs, c'est quand on discute en groupe, quand on apprend en faisant, quand on enseigne quelque chose qu'on a appris, là, on tombe dans le bas de la pyramide, dans l'apprentissage actif. Si on écoute une conférence, un cours, un exposé, comme probablement le gars qui était couché sur son bureau tantôt, là, on tombe dans le 5 % de rétention, 10 % si on lit un livre ou un document, 20 % si on écoute un audio, une vidéo, 30 % si on voit une démonstration. Comme je vous dis, les pourcentages, on ne sait pas si c'est ça exactement, puis ça dépend des apprenants, mais on peut se dire par contre que la rétention augmente en descendant dans le bas de la pyramide. Qu'est-ce que j'allais vous dire aussi par rapport à ça? Oui, c'est pas mal. Fait que qu'est-ce que la pédagogie active pour moi? C'est plus que d'insérer des vidéos dans notre séquence de cours, c'est de les faire se poser des questions sur la vidéo, de leur faire répondre à des questions par rapport à la vidéo, de se mettre en groupe, de faire des débats. La vidéo, c'est un élément. C'est un outil. L'audio, c'est un élément, c'est un outil, mais qu'est-ce qu'on en fait exactement? C'est ça l'idée. Donc, pourquoi la pédagogie active? En fait, pour donner du sens aux apprentissages, je pense, pour intégrer des notions, pour motiver les étudiants, puis pour augmenter aussi le sentiment de présence sociale si dans la pédagogie active, on les fait s'activer en groupe. Fait que là, on va venir augmenter le sentiment de présence sociale. Donc, ici, je crois que certaines personnes le connaissent déjà, mais peut-être pas tout le monde, puis je pense que peut-être la majorité non aussi. C'est à la QPC de juin dernier, on nous a présenté des vignettes de pédagogie active qui ont été préparées par, on appelle ça la Polytechnique de Montréal. Et ces vignettes de pédagogie active-là sont une mine d'informations. On a 100 vignettes de pédagogie active. Puis aujourd'hui, ce que je voulais, c'est surtout qu'on comprenne les bonnes pratiques pédagogiques et pourquoi on veut faire ça. Mais on va aller un petit peu explorer justement ce genre d'outils-là. OK. Fait ici, dans le fond, les vignettes, la façon qu'on peut aller, c'est comme je vous dis, c'est un outil que je vous propose parce que souvent, là, on a compris que c'était important de faire de la pédagogie active, mais comment on peut y arriver puis avec quel outil? Il y en a plein, en fait, des petits recueils de qu'est-ce que la pédagogie active, des débats, des études, des cas, des ci et ça. Mais ici, dans le fond, ça a été monté de façon à se poser la question sur le déroulement de l'activité. Comme ici, mettons, est-ce qu'on veut une activité sporadique en plusieurs séances, en classe, hors classe ou en classe et hors classe, finalement? On pourrait venir cocher ici. Ensuite de ça, la durée de l'activité. Est-ce qu'on veut quelque chose qui est élaboré en 1 heure, en 30 et 60 minutes, etc.? Fait que ici, ça pourrait être, dans le fond, un petit peu plus lent, qu'on ferait la recherche. Après ça, petit groupe, moyen groupe, grand groupe, en équipe ou individuel. Ici, on pourrait venir mettre, par exemple, en équipe. Et ensuite, la dernière question, c'est l'intensité de l'animation. Est-ce qu'on veut que l'animateur mette beaucoup de temps, beaucoup d'intensité, on peut dire ça comme ça, moyenne, faible, élevée? Si ici, on venait choisir, par exemple, moyenne, bien là, j'ai 8 fiches qui vont ressortir.
Fait que là, ici, dans le fond, mes 8 fiches, c'est 8 idées d'activités de pédagogie active que je pourrais faire dans, finalement, les circonstances que j'ai choisies. Donc, études de cas, panel, mémo d'analyse, débat, bon, ben, j'en ai une panoplie. Puis là, la pédagogie active, il faut penser qu'on peut faire amener les étudiants à construire leur apprentissage individuellement ou en équipe. La pédagogie active, c'est pas juste d'être en équipe, ça peut aussi être individuellement. On les envoie réfléchir, mais ça se fait pas sans planification. C'est vraiment important, la planification dans ce cas-là. Donc ici, si je prends l'étude de cas, bien là, l'étude de cas, ici, maintenant que j'ai coché puis que là, je rentre dans ma vignette en cliquant, j'ai le déroulement de l'activité, la durée, les participants, tout ce que je peux faire là, dans l'étude de cas, parce que ça dépend toujours là, de mes circonstances. Fait que j'ai une description, une procédure, c'est quoi les étapes à suivre, j'ai le matériel requis. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Polytechnique, ils ont monté ça, ils n'ont pas monté ça pour la formation à distance nécessairement. Mais tu vois, le FADIO, on se posait justement la question, on se disait comment on pourrait collaborer avec eux pour venir ajouter ici dans la dernière question, on a contexte virtuel. Puis dans chacune des vignettes, c'est écrit activité qui peut se faire dans un contexte virtuel ou activité qui ne peut pas se faire dans un contexte virtuel. À date, je n'ai pas été dans aucune vignette où j'ai vu activité qui ne peut pas se faire dans un contexte virtuel. Donc, bonne nouvelle. Ça veut dire qu'en FAD, normalement, on est capable de transposer. Mais on va le voir après, il faut se poser les bonnes questions, il faut voir c'est quoi les outils qu'on peut utiliser, etc. C'est quoi ce qui est à notre disposition. Donc, comme je disais, ces vignettes-là, pour moi, c'est vraiment un petit bijou. Puis, dans chacune des vignettes, on a des exemples d'applications. Dans quel contexte ça a pu se faire, finalement. OK. Donc, si je viens ici, planifier une activité. OK. Je ne sais pas si je vais aller là tout de suite. Je pense que oui. Je pense qu'on va aller là tout de suite. Donc, en fait, pour planifier une activité d'apprentissage actif en formation à distance, moi, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, puisque je vais vous donner une petite pause, mais c'est ça, je me demandais, on pourrait prendre un petit 5 minutes. Ouais, il est moins 5. On va prendre un petit 5 minutes de pause, puis à 10 heures, on revient, puis on va poursuivre l'activité. Puis, ce que je veux vous montrer, c'est que c'est quoi les étapes à suivre à partir du moment où on a compris qu'on veut faire de la pédagogie active, puis qu'on a trouvé des idées, comme par exemple dans les vignettes, on a été trouver des idées. Mais là, après, comment on peut planifier cette activité-là pour qu'elle puisse se faire dans notre contexte de cours en formation à distance? Oui, Julie, je t'écoute. Bien, juste avant qu'on parte, là, il y a des gens qui doivent quitter là, parce que pour toutes sortes de raisons, mais je voulais juste savoir, et les gens vont vouloir savoir, est-ce qu'on va pouvoir visionner la fin de la rencontre? Oui. Est-ce que ça va être enregistré? Oui, on est enregistré d'ailleurs, j'ai oublié de te le dire. Oui, on est enregistré, okay. Oui. Je l'ai enregistré, je l'ai parti. Donc, oui, l'enregistrement pourrait être écouté. Puis juste pour que vous puissiez savoir ce qui s'en vient dans la suite de la formation, dans le fond, c'est pas mal ça. C'est maintenant qu'on sait qu'on veut le faire, comment on peut s'y prendre. Fait qu'on va parler d'un exemple de tableau qui peut nous aider à préparer l'activité en se posant les questions, là. Qu'est-ce que l'étudiant doit faire pour faire l'activité, qu'est-ce que l'enseignant doit faire avant, pendant, après le cours et avec quel outil technologique. Fait que voilà. Puis je voulais aussi mettre, il y a Nathalie qui a partagé avec nous un texte de Mason, probablement Mason, qui est en lien avec le fonctionnement du cerveau puis de l'apprenant, qui a l'air très intéressant aussi. Fait qu'il est dans le clavardage là, pour les gens qui souhaitent le consulter. Super, merci beaucoup. OK. Donc, la suite, en fait, c'est ça, là, on a vu là, qu'on avait, mettons, choisi une activité, etc. Mais comment on pourrait s'assurer de la planification de ces activités-là de pédagogie active? Puis comme je l'ai dit, la planification, c'est une clé de succès. On ne peut pas décider qu'on fait une activité d'apprentissage actif le matin quand on arrive au cours. Puis en passant, on entend souvent là, les apprentissages actifs, les classes d'apprentissage actif dans les cours en présence, mais
en fait, nos équipements de formation à distance sont un peu comme des classes d'apprentissage actif si on sait bien les utiliser. Donc, ici, dans le fond, je vous propose un tableau. Puis ça, dans le fond, c'est pas, comme je disais, là, ça vient d'expérience ou de façon de faire qu'on a développé au fil du temps, mettons. Puis, en passant, comme je disais, la planification est super importante, mais quand on a planifié une ou deux ou trois ou quatre activités de pédagogie active ou apprentissage actif, mais c'est sûr que c'est un peu comme les plans de leçons. Au début, on a appris à faire des plans de leçons méticuleusement en n'oubliant rien. Qu'est-ce que moi je fais? Qu'est-ce que l'enseignant fait? L'étudiant fait? Puis, à un moment donné, tu sais, on avait tout le temps ça comme en arrière de la cravate quand on préparait nos leçons. On n'avait pas nécessairement besoin de tout écrire, mais au moins, on comprend les éléments à tenir en compte. Donc, ici, c'est un peu ça. Ce qui est vraiment important de considérer, c'est qu'il faut prévoir qu'est-ce que l'étudiant va faire, qu'est-ce que l'enseignant va faire avant, pendant et après le cours. Mais avant ça, il faut déterminer ici dans la première ligne notre contexte de formation à distance. Est-ce qu'on est en virtuel synchrone comme on est tous en ce moment? Est-ce qu'on utilise maintenant la plateforme Zoom? Dans l'exemple que je vous propose pour vous expliquer la démarche de réflexion, bien, en fait, c'est ça, cégep virtuel synchrone sur Zoom. Le cours qu'on a choisi, pour lequel on le fait, c'était le cours Analyse des procédés et développement durable. Puis, comme je vous ai montré tantôt l'alignement pédagogique, qu'il faut que les activités d'apprentissage soient en lien avec les objectifs visés, mais justement, avant de choisir l'activité, il faut se poser la question, quels sont les objectifs d'apprentissage? Parce que là, si on utilise la technologie ou la pédagogie puis qu'elle n'est pas au service de la compétence qu'on a à atteindre, là, finalement, on ne s'en va pas dans la bonne direction nécessairement. Donc, se poser la question, aller voir aujourd'hui pour cette activité-là, c'est quoi les objectifs d'apprentissage qui sont visés. Et ici, c'était d'analyser les impacts du procédé présenté sur les 3 sphères du développement durable, une société, en tout cas environnement et économie, puis proposer des pistes d'amélioration. Fait que là, l'enseignant dans le cours a eu beau probablement parler un peu de ces impacts-là, des pistes d'amélioration, de leur faire des lectures, mais comment faire pour que les étudiants intègrent ces objectifs d'apprentissage-là? Donc, l'objectif de notre activité de pédagogie active, vous voyez ici, juste en dessous, c'est l'activité fera en sorte que les étudiants auront à intégrer les 2 objectifs d'apprentissage. C'est ça l'objectif de l'activité. Ce n'est pas nécessairement juste que les étudiants parlent ensemble et qu'ils bougent. Oui, ça aussi, parce qu'on FAD, on veut que ça bouge, mais aussi se demander c'est quoi l'objectif de notre activité. Puis là, vous allez voir déroulement participant, durée et animation de l'enseignant. Ça, c'est que je l'ai mis comme ça parce que c'est ce qu'on a vu dans les vignettes de pédagogie active de la Polytechnique. Il faut se poser ces questions-là. On veut dire que ce soit en classe, hors classe, combien d'équipes, la durée, l'animation de l'enseignant. Fait que je l'ai mis ici dans le petit tableau parce qu'on pourrait l'utiliser là, quand on est en train de préparer. Donc ici, c'est un peu ce que je vous avais montré tantôt, l'étude de cas que j'avais trouvé au terme de tout ça, j'ai trouvé l'étude de cas, puis c'est ce que j'ai choisi comme activité. Mais maintenant qu'elle est choisie, là, je peux aller dans ma vignette, puis j'ai la procédure, j'ai le matériel requis, les exemples d'application, etc., des sources. Puis, avec l'aide de cette vignette-là, moi, je vais me dire, OK, là, c'est là que je vais venir écrire précisément les actions. Qui fera quoi? Fait que je vais prendre le temps quand même de le repasser avec vous pour vous expliquer le processus, puis pour que la réalisation de l'activité soit une réussite. Bon, là, je me suis dit, avant le cours, qu'est-ce que l'enseignant va faire pour que l'étude de cas fonctionne? Parce qu'il y a vraiment des choses à faire avant le cours. Puis, je vais utiliser les outils technologiques qui sont à ma disposition. Donc, dans toute cette réflexion-là, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais dans les bonnes pratiques que j'ai parlé au début, on les retrouve. Utiliser les outils en fonction de l'objectif pédagogique, faire interagir, etc. Il y a plein de choses qu'on vient utiliser là-dedans. Donc, avant le cours, pour faire une étude de cas, il faut remettre le document de présentation du cas, les consignes claires, l'échéancier, la grille de correction si on peut, à l'étudiant.
Donc, ça, on va, si on est à distance, si on est en présence, on photocopie la feuille puis on y donne, ça va. Si on est à distance, là, on fait juste se poser la question, comment je vais m'y prendre à distance? Puis si on n'est pas habilité ou qu'on vient de commencer en FAD puis qu'on ne le sait pas, on se bloque jamais, jamais, jamais en disant qu'en FAD, c'est pas possible. Ça, c'est la phrase à ne pas dire. On va voir son technopédagogue, on va voir les services informatiques, on leur demande qu'est-ce qui est disponible, il y a des ressources libres, des logiciels, etc. Donc, on ne se bloque pas là, on se dit qu'est-ce que je vais faire pour que ça fonctionne. Ça se peut que des fois, on est limité. Là. Il y a une colonne de mise en garde tout au bout aussi, ici, là, puis il faut être réaliste, mais quand même. Donc, ici, on remet ça dans un environnement numérique d'apprentissage. Donc, est-ce qu'on a Moodle? Si on n'a pas Moodle, est-ce qu'on a Léa? Parce que Léa, ça fait l'affaire aussi, même si Moodle est peut-être beaucoup plus complet, on peut aller déposer des choses sur Léa. Mais là, on va faire ça. Fait que l'étudiant, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre connaissance du cas sur son environnement numérique d'apprentissage ici. Il va aller le récupérer. Bon, l'enseignant aussi, il pourrait remettre une capsule explicative de l'activité ou un audio de l'activité. Puis si, exemple, il faut utiliser un autre outil technologique comme par exemple Google, on pourrait envoyer une petite capsule vidéo ou audio pour expliquer comment utiliser l'outil si c'est une première fois qu'il a à l'utiliser. Fait ici, moi, j'ai marqué capsule Zoom parce qu'une capsule à envoyer, par exemple, à l'étudiant, on pourrait, au lieu d'utiliser plein d'autres technologies qui existent comme des screencasts automatiques ou des screencastify, des choses comme ça, maintenant, si vous utilisez Zoom pour donner votre formation, par exemple, vous pouvez faire vos capsules directement dans Zoom. Puis ça, il y a une formation qui se donne par Nelson Jean, justement, du FADIO. Je pense qu'il y en a même une demain, si je ne me trompe pas. Mais dans le fond, apprendre à faire les capsules, c'est facile, puis directement sur Zoom plutôt qu'utiliser un autre outil. Après, qu'est-ce que l'enseignant a à faire aussi pour l'étude de cas? Tout ce que j'ai écrit dans le à faire, je l'ai retrouvé dans procédure de ma vignette de tantôt. Là. Puis là, je viens la distribuer ici. Bon, définir les équipes, il y a à faire ça, il n'y a pas besoin d'outils. Remettre à chaque équipe un lien vers un document collaboratif où les étudiants vont consigner leur analyse, puis où ce que l'enseignant pourra apporter des commentaires. Bien, ça fait partie des éléments que je vous ai dit tantôt. Comment, faire le lien entre l'enseignant et l'étudiant, faire des rétroactions, etc. Bien, cette étude de cas-là, chaque étudiant pourrait l'avoir dans chaque équipe dans un document Google, puis à ce moment-là, ils vont collaborer ensemble, puis l'enseignant pourra venir apporter des commentaires. Qu'est-ce qu'il a aussi à faire avant le cours, l'enseignant? Répondre aux questions des étudiants au moment important dans le document collaboratif sous forme de commentaires. Il va venir répondre en temps réel ou dans un délai convenu. L'étudiant, avant le cours, analyser le cas individuellement. Il peut le faire sur Word s'il veut, il peut le faire sur Google Doc parce que ça, c'est sa réponse comme individuelle qui va commencer à se formuler. Ensuite, faire une rencontre d'équipe en virtuel pour ressortir une solution de groupe. Bien là, les étudiants, il faut qu'ils se disent, OK, nous devons nous rencontrer. Donc, on va se rencontrer où, comment, quel outil qui sont à notre disposition. Il faudrait que l'enseignant leur propose, que l'enseignant lui dise, bon, vous allez vous rencontrer sur Zoom, vous allez pouvoir vous créer soit que vous prenez un compte gratuit ou peu importe, là, on détermine la façon, ils ont peut-être déjà leur compte, mais de trouver une plateforme pour qu'ils se rencontrent. Ensuite, l'étudiant, il faut lui dire que sa responsabilité, c'est de demander de l'accompagnement de l'enseignant aux besoins pendant qu'ils sont en train de faire leur étude de cas, qu'ils puissent aller écrire dans le Google Doc, puis attribuer des commentaires directement à l'enseignant. Je ne sais pas si vous savez comment faire pour attribuer des commentaires directement à l'enseignant, mais on peut juste venir faire un petit plus ici, puis on pourrait venir faire à commercial, la personne, ici, puis on appelle ça le taguer là, en bon français, mais l'enseignant, lui, il va recevoir la notification que l'étudiant a une question pour lui. Fait au lieu d'envoyer une messagerie ou peu importe, si on a déterminé que c'était notre façon de travailler, pendant que l'étudiant fait le cas, l'enseignant peut accompagner. Pendant le cours, maintenant, qu'est-ce qu'il y a à faire? Faire intervenir les équipes à tour de rôle pour présenter chacun leur solution. Puis là, ça pourrait se faire justement parce que là, moi, j'ai mis
Oui. Avant que tu partes pendant le cours, là. Moi, il faut que je quitte. Mais Oui. je voulais juste faire, il y a différents commentaires. J'ai mis aussi dans les commentaires le formulaire à compléter pour la fameuse formation sur le développement de contenu et formation Zoom là, de Nelson Oui. Jean. J'ai mis le lien pour les gens. Super, merci. Puis, ben, c'est ça, dans le fond, pour le reste, je pense que les gens ils ont pu lire. Là, il y avait un petit commentaire aussi. Fait que je vous souhaite une belle fin de rencontre, ma chère. Oui, merci Julie pour le temps que tu as monde. été disponible pour. Bye. Merci, bye. OK, donc c'est ça, dans le fond, pendant le cours, comme je disais, faire intervenir à tour de rôle pour présenter leurs solutions, ils peuvent le faire sur Zoom. Après ça, encadrer les élèves pendant la présentation en les aidant à préciser leurs pensées. Ça, c'est important. Tu sais, dans notre pédagogie, là, dans le fond, il faut réfléchir à ça, là, comment encadrer pendant la présentation pour qu'ils continuent de préciser leurs pensées, qu'ils explorent des facteurs qu'ils n'auraient pas pris en compte dans leur analyse. Fait que ça, c'est pour aller plus loin dans l'intégration. Puis l'étudiant, lui, pendant le cours, il va présenter son analyse, puis ils peuvent nommer un porte-parole, par exemple, pour faire état de leur travail de collaboration. Partager le document d'analyse de cas dans leur équipe, dans le clavardage, parce qu'en plus de le présenter, ils pourraient aussi donner le document en lecture seulement. Puis là, les autres étudiants peuvent voir visuellement là, la démarche de leur analyse. Puis, ce qui est bien important aux étudiants, dans ce cas-ci, si on veut compléter notre activité, là, ce serait d'être à l'écoute de l'analyse de cas des autres équipes pour pousser plus loin leur propre analyse. Parce que c'est ça de la co-construction, dans le fond. Là, ils ont fait de la co-construction ensemble sur leur idée. Ils vont écouter l'idée des autres. Puis pendant qu'ils écoutent l'idée des autres, ce serait de continuer d'être actif parce que le prof, après le cours, vous allez voir, il va leur demander de peaufiner en équipe une position finale accompagnée d'une justification. Fait que là, il faut qu'ils pensent pendant le cours à écouter les positions des autres, puis là, à la toute fin, ils pourront là, aller encore plus loin. Donc, c'est important que ce soit précisé à l'étudiant. Après le cours, l'enseignant, dans le fond, quand l'équipe lui a redonné la position finale, ben, l'enseignant pourra donner une rétroaction constructive à chaque équipe après réception de leur proposition à l'aide de la grille de correction qui leur a été fournie au départ. Puis, dernier petit élément, c'est après le cours, mais après l'activité terminée, clôturée, les rétroactions remises, l'enseignant devrait toujours valider si l'étude de cas a fait en sorte que les étudiants ont intégré les 2 objectifs d'apprentissage du départ. Parce que, dans le fond, la validation ou l'analyse de l'activité a toute son importance pour voir si quand on va la refaire une prochaine fois, est-ce qu'on aura des ajustements à faire? Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce qu'on a atteint nos objectifs? Puis l'objectif, c'est, est-ce que c'était en haut, tout à fait en haut, l'activité fera en sorte que les étudiants auront intégré les 2 objectifs d'apprentissage à travers l'exemple d'un procédé. Fait que c'est ça. Pour clore, on devrait là, vraiment aller se poser cette question-là. Ça m'amène à vous montrer, vite fait, parmi les outils, parce que là, je vous ai montré un outil qui était les vignettes, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais qui est très riche. Puis, l'autre outil sur lequel je me suis basée un peu pour... est-ce que vous voyez toujours mon partage d'écran avec le guide CAP? Oui. Dans le fond, ça, le guide CAP, c'est un guide qui a été créé par la Fédération, les REPTIC, finalement, le regroupement REPTIC, qui sont un regroupement de technopédagogues, un par collège, finalement. Puis il y a eu un sous-comité duquel j'ai fait partie là, un peu, un certain moment, qui a créé un guide pour, finalement, c'est pour préparer des activités, finalement, en utilisant les technologies. Puis ici, on est en formation à distance, donc les activités, comme on vient de planifier ensemble, de regarder ensemble, c'est une activité pédagogique intégrant les technologies. Puis, les étapes qui nous sont proposées pour réfléchir à ça, c'est de spécifier les déclencheurs à l'origine de l'activité. Donc ici, je veux juste vous dire que le déclencheur qui est à l'origine de notre activité, c'était on est en phase, on veut faire de la pédagogie active. C'est un peu ça le déclencheur.
Mais après, il fallait formuler un objectif précis pour cette activité-là. Puis, c'est ce que j'ai fait ici dans ma ligne objectif de l'activité. Si je reviens à mon guide CAP, ma troisième étape, c'est planifier et réaliser mon activité. OK? Puis, c'est ce que j'ai fait ici dans toute la section du bas, là, à faire par l'enseignant, l'étudiant, avec quelle technologie avant, après le cours. Ça, c'est mon étape 3, planifier et réaliser l'activité. Puis enfin, dresser le bilan de l'activité, mais c'est pas gros, mais j'ai juste voulu vous faire penser dans le bas ici de mon tableau après le cours, valider si j'ai répondu aux objectifs finalement. Par contre, le guide CAP va beaucoup plus loin que ça. On n'ira pas là aujourd'hui, nous autres, mais je voulais juste vous dire que sur ProfWeb, il est disponible et on peut aller cliquer dans chacune des étapes pour aller plus loin. Mais même si je n'ai pas été dans la profondeur de tout ça, de tous ces éléments-là, j'ai quand même eu en tête pour planifier mon activité ce guide-là. C'est ce que je voulais vous mentionner en fait. Donc là, ce que je vous proposerais, ce serait de vous mettre en équipe. Puis, on irait planifier chacun une activité. Bien, pas chacun, c'est toute la même activité en fait. Là. Vous avez tous accès là, dans le chat, je vous l'avais mis là, tantôt, le petit lien, puis vous avez été remplir dans l'activité 1. On serait rendu à l'activité 2. Puis, l'exemple est toujours là en lien. Je vais vous mettre en équipe, puis vous pourrez aller cliquer sur l'équipe dans laquelle vous avez été distribué. Puis, ce serait de faire une petite mini planification finalement de ce que je viens de vous montrer, mais de l'essayer vous-même. Dans le fond, je l'ai fait déjà pour le début. Si vous voyez mon écran là, dans le haut, tout dans le fond, le cours, l'objectif d'apprentissage, l'objectif de l'activité. J'ai déjà tout fait ça, puis j'ai déterminé que l'activité à planifier serait un débat. Puis l'activité, le débat, si vous cliquez ici, vous allez accéder à la vignette du débat sur la vignette de pédagogie de la Polytechnique. Mais ce que je vous proposerais de faire, ce serait en équipe, de vous poser les questions, maintenant qu'on sait que c'est un débat qu'on veut faire, quelles seraient les actions à faire par l'enseignant, par l'étudiant, avant, pendant, après le cours et avec quel outil. Puis là, quand vous serez dans votre équipe, bien là, vous pourrez déterminer le contexte phare et les outils disponibles. Vous pouvez prendre un exemple de quelqu'un d'entre vous qui donne un cours en FAD, puis le contexte que vous avez en ce moment. Fait que si vous êtes en téléenseignement, puis qu'entre vous, vous décidez, bon, ben OK, on va prendre l'exemple de Nancy Denis, par exemple, qui est en téléenseignement. Là, je dis ça comme ça. Bon, fait que là, on va prendre cet exemple-là, puis là, on part avec ça, puis quels outils sont disponibles dans mon collège ou dans ma commission scolaire ou mon université. Puis avec les outils disponibles, puis ce que je veux faire, comment je pourrais m'y prendre? Puis est-ce que j'ai des limitations? Puis est-ce que je peux repousser ces limites-là en allant voir le technopédagogue, en y posant des questions? Est-ce que vous me suivez? Peut-être avec juste un pouce dans l'écran. Est-ce que c'est clair comme activité? Les consignes sont écrites ici. Puis juste pour vous montrer, mais le son est vraiment pas bon, mais je voulais juste vous montrer à droite que ça peut être une option, ça, de venir ajouter de l'audio comme là. Pour certaines équipes, en tout cas, vous allez voir que dans un commentaire, il y a un petit audio qui explique la consigne de l'activité. Ce sera une option des fois qu'on peut faire. Fait, c'est ça. C'est vraiment tout simplement d'aller ici où ce que c'est rouge, déterminer en équipe le contexte phare et faire le bas après en vous aidant, en cliquant ici sur la vignette débat puis en vous aidant de la procédure d'un débat, tout simplement. Fait que je fais la tentative de vous envoyer en équipe. Ici, breakout room. Puis, on va se donner environ 15-20 minutes. Là, à un moment donné, je vais vous ramener dans le grand groupe. Fait que si, moi, je vais me promener dans les feuilles des équipes, là, dans les Google. Fait que si vous avez des questions pour moi, mais vous pouvez aller les écrire dans les commentaires de l'équipe. Ça vous va? Donc, ici, je vais faire 4 équipes. Et voilà. Oui, je pense que tout le monde est bien revenu.
Alors, comment s'est déroulé, je ne sais pas s'il y a des porte-paroles qui veulent juste dire comment s'est déroulée cette petite mini-activité-là. Oui, Julie? Je peux parler, mais vraiment, on a à peine commencé, là, on a vraiment Ouais. manqué de temps. Là. Oui, c'est ça. J'ai vu que ça dépendait des équipes. Là. Je suis allée voir, vous étiez quelle équipe? L'équipe 1. Ah, OK, c'est ça, oui. Et on était encore rendu dans le avant à l'enseignant, première case. Oui, c'est ça. Dans le fond, ben, j'ai vu que l'équipe 3 était bien avancée. Je ne sais pas c'est qui l'équipe 3, mais j'ai vu qu'il y avait eu beaucoup de travail de fait. Dans le fond, ça dépend aussi si on connaissait le débat, ça dépend comme comment on a amorcé la réflexion du départ, mais peu importe. Là, c'était vraiment juste pour vous faire aller toucher un peu à qu'est-ce que c'est de planifier et réaliser une activité d'apprentissage actif en FAD en plus. Ça demande de la planification. Ça ne se fait pas en 10 minutes. Là, on voulait quand même vous lancer dedans pour, tu sais, comme en même temps, ça, c'est un genre d'activité d'apprentissage actif. Je voulais vous le faire expérimenter aussi. Mais c'est normal que vous ne pouviez pas finir de planifier et réaliser l'activité en une dizaine de minutes. C'était vraiment une petite expérimentation. Fait que je comprends tout à fait, Julie, le fait que vous n'avez pas pu vous rendre très, très loin dans l'histoire. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui aimerait en parler, tu sais, de la réflexion que ça demande ou, je ne sais pas, dans l'équipe, Hélène, Nancy? Ben, je peux peut-être parler. On était de l'équipe numéro 3. Okay. Gabrielle connaissait le sujet. OK. Alors, elle avait déjà suivi un cours sur ce sujet-là. Donc, elle avait déjà des bonnes idées par rapport à la préparation. Nancy enseigne en formation à distance. Et bon, ben, je suis conseillère pédagogique, donc ça m'intéresse aussi. Fait que rapidement, à 3, ça ébullitionait un petit peu. Ouais. Donc, on remplissait les cases un peu à tour de rôle assez rapidement, mais c'est intéressant parce qu'il y a plein de choses auxquelles on ne pense pas du premier coup. Ouais. Mais le tableau est bien monté parce que ça nous fait penser à des aspects auxquels on ne penserait pas nécessairement d'un premier jet. Là. Ouais. Donc, ça a été un bel exercice là, à faire en groupe. OK, c'est bon. C'est ça, dans le fond, tu vois, l'équipe 3, là, je l'ai à l'écran. Je ne sais pas si vous le voyez. Ouais, il y a un petit délai. Mais les cases sont, tu sais, comme dans le 10-15 minutes, là, l'activité est déjà complétée. Vous pouvez aller cliquer aussi dessus parce que vous les avez tous, les équipes, là. Mais tu sais, ce n'était pas un concours de si on le finit ou pas. Mais c'est juste pour se dire que si on connaît, mettons qu'on a pris le temps, si on ne connaissait pas, par exemple, l'activité, le débat, puis qu'on a pris le temps d'aller lire dans la vignette, parce que c'est ça, en fait, que j'allais vous dire, c'est que les vignettes, ils nous servent à ça. C'est que des fois, on connaît le nom, le débat, mais tu sais, on n'est pas à la fine, tu sais, les étapes, à quoi il faut penser pour faire un débat, pour que ce soit bien réussi. Puis la vignette nous sert à ça, à vraiment expliquer la procédure. Puis après ça, un coup qu'on a ça, c'est d'aller le transposer pour se dire qui fait quoi à quel moment avec les outils qu'on a. Fait que voilà, tu sais, ça, c'est l'équipe 3 là, qui a quand même super avancé. Fait que c'est se donner le temps de le faire, se donner un moment, un temps pour le faire. Maintenant, ce que j'allais vous dire par rapport à ça aussi, c'est que parmi les outils que vous pouviez avoir, dans le fond, c'est comment je dirais ça, les outils technologiques qui sont au service, mettons, de notre activité pédagogique. Il y a tout ce qui existe dans notre établissement. OK? Fait que là, mettons, si on utilise des Moodle, des Léa, des Zoom, qu'est-ce qu'on a, tu sais, l'info nuagique, ça peut être Office 365, peu importe. Fait que là, c'est d'être au courant de ce qu'on a dans l'établissement, mais aussi, on a des outils libres, tu sais, dans le fond, gratuits. Puis ça, il ne faut pas le négliger, ça peut nous servir aussi. Fait qu'ici, dans outils technologiques, j'étais venue mettre un petit lien vers Mao Techno. C'est un exemple. Il y a des listings d'outils comme ça qui existent. Mais voyez-vous, c'est des suggestions d'outils selon une intention pédagogique. Donc, si on veut étudier, apprendre une nouvelle en ligne, bon, accéder à du contenu, se brancher à distance, créer une histoire, bien, on peut venir cliquer dessus et puis là, on nous propose des outils en ligne qui sont gratuits et qui peuvent nous aider à réaliser notre activité. Par contre,
Là, il faut penser, est-ce que c'est une activité qui est sur une longue période de temps? Est-ce qu'on a le temps de s'approprier les outils, oui ou non? Ça, c'est une autre question. Et c'est pour ça que souvent, on va utiliser les outils les plus simples, les outils que les étudiants connaissent déjà, qu'ils utilisent déjà dans d'autres cours ou dans le programme. Mais quand même, je voulais vous montrer là, que ça existe. Donc, pour le reste, nous sommes rendus où? Dans le fond, on avait pas mal avancé notre rencontre. Dans les outils, comme je vous disais, dans la présentation là, que vous pourrez sûrement recevoir éventuellement, je dis sûrement recevoir, c'est parce qu'elle va se redonner la formation, mais peut-être par courriel ou dans le chat, vous pouvez nous demander si vous voulez quand même la présentation. Fait que les outils, vignettes de pédagogie active, le guide CAP, Mao Techno que je viens de vous montrer et Fadio. Il ne faut pas négliger que Fadio, en fait, on prépare de multiples formations, webinaires, etc. Donc, informez-vous et vous savez que, ou vous ne le savez peut-être pas, mais je vous le dis, si vous êtes dans la formation, c'est que vous êtes d'un établissement membre du Fadio en ce moment. Et tous les membres de Fadio, de tous les établissements de l'Est du Québec, donc des Îles-de-la-Madeleine jusqu'à la Pocatière et plus, parce qu'on a, entre autres, maintenant le campus de Lévis, de Lucar, etc. Mais vous avez accès vous pouvez être membre du module de Fadio. Fait que là, vous allez sur Fadio, puis là, moi, je suis déjà là, mais vous faites accès aux membres. Si vous n'avez pas de compte, vous allez en demander un. Et on a une mine d'informations là-dedans. Il y a un espace formation. Il y a des choses qui sont accessibles à tous, comme si vous allez là, vraiment dans le site, dans l'accueil, il y a tous les ateliers de la semaine, de la formation à distance des autres années qui sont tous enregistrés là. Puis, dans Espace formation ici, vous avez des formations et des webinaires, souvent sur des outils technologiques. Fait que ce soit des Google ou peu importe si Pédago, Techno, vous allez aller vous amuser là-dedans. Puis, vous allez trouver Google Classroom, Active Presenter, Google Drive, Hangout, la vidéo en enseignement, Moodle dans un contexte d'enseignement. Mais je voulais juste venir vous montrer que si c'est les outils qui vous bloquent, mais dans le fond, informez-vous de ce que vous avez, puis après ça, essayez de, mettons, vous former ou de demander dans votre établissement si vous pouvez avoir une formation ou de venir voir dans Fadio qu'est-ce qui peut vous être offert. Donc, c'est ce qui clôture pas mal la présentation, sauf que pendant que, moi, j'ai terminé, mais j'aimerais ça vous entendre si vous avez des commentaires, réactions ou peu importe. Et dans le document, le même document que vous aviez tantôt, là, ici, où ce que vous avez vu l'activité 1 et l'activité 2, dans le bas, vous avez « Je repars avec ». Donc, j'aurais aimé ça. Moi, je suis prête à vous entendre là, si vous avez des commentaires, mais vous pouvez aller les écrire là ou, s'il vous plaît, allez m'écrire avec quoi vous repartez. Est-ce que c'est une pratique pédagogique que vous n'aviez pas adoptée puis que là, vous dites « Oui, en faire, je vais la mettre en application » ou une activité pédagogique de pédagogie active que là, en jasant, tout ça, ça vous est venu en tête puis vous vous dites « Oui, j'aimerais ça appliquer ça. » dans une prochaine session? Est-ce que c'est le tableau qu'on vient de travailler avec qui vous parle puis que vous pourriez utiliser? Avec quoi repartez-vous après là, cet atelier finalement qu'on a passé ensemble? Puis, en parallèle, s'il y en a qui veulent prendre la parole, je vous invite juste à ouvrir votre micro. Puis, je vous écoute. Fait que là, je vois quelques petites idées de avec quoi les gens peuvent repartir. Parce que c'est sûr que le but dans une activité comme ça, c'est que vous puissiez repartir avec un petit quelque chose au moins. Puis, comme de raison, comme je disais, là, je me répète, là, mais les pratiques pédagogiques qu'on a parlé aujourd'hui, c'est tout simplement un rappel des pratiques pédagogiques à adopter en présence. Là. C'est pas, on n'a pas de nouveau nécessairement en formation à distance, mais des
d'avoir une attention particulière puisqu'on est à distance. C'est un peu ça l'idée. Si les gens ont écrit dans le chat, moi, j'ai pas pu nécessairement lire tout le chat là, au fur et à mesure, mais je vous inviterai à communiquer avec moi si, dans le fond, vous avez des questions après l'atelier ou quelque chose auquel je n'ai pas répondu, mais que vous m'aviez écrit dans le chat ou peu importe. Mon courriel, c'est coderasp@commercial-cégep-gim.ca parce que je suis toujours conseillère pédagogique du Cégep de la Gaspésie et des Îles en ce moment, mais je suis en prêt de service à temps plein pour le FADIO. Donc, je travaille pour le FADIO toute l'année. Je suis disponible aussi si vous avez des besoins d'accompagnement pédagogique ou autre. C'est un service qu'on offre le FADIO. C'est sûr que vous commencez toujours par utiliser les conseils pédagogiques de votre établissement, mais s'il y a besoin avec les conseillers pédagogiques de votre établissement, nous, on peut travailler avec les conseillers pédagogiques de vos établissements là, pour des besoins précis. Fait que ça me fera vraiment plaisir. Là, vous pouvez communiquer là, avec moi au besoin. Oui, vraiment. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, commentaires, dans le fond, je ne vous ai pas montré là, la bibliographie, mais ça représente un peu les outils qu'on a discutés ensemble et toutes les sources là, des photos. Je vais juste aller voir s'il y a quelqu'un qui m'écrit dans le chat. Voilà. OK, fait que je vous remercie vraiment de votre belle présence. C'était vraiment le fun. C'est un sujet que j'adore parler. Ça fait que n'hésitez pas si vous avez des questions, peu importe. Puis vraiment désolée encore, là, mais plutôt, on dit qu'on ne doit plus dire désolé, mais plutôt merci beaucoup de votre patience et de votre flexibilité par le fait qu'il y ait un problème technique là, au départ, mais il faut savoir s'ajuster. Puis je pense que vous avez reçu l'essentiel de ce qu'on avait à partager ensemble aujourd'hui. Fait que au plaisir de vous croiser, de vous jaser. Bye bye!